Philippe Genada, bonjour. Bonjour Philippe. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre La petite femelle aux éditions Julliard. Je vous présente en quelques mots. Vous aviez publié il y a de ça quelques années un livre qui avait pour titre Le chameau sauvage, qui avait obtenu le prix de Flore Ouais. et puis le prix Alexandre Vialat et qui avait été aussi adapté au cinéma par Luc Pagès. Et puis vous aviez ensuite publié La Grande à Bouche-Molle, Le cosmonaute, Vie et mort de la jeune blonde, Plage à Monacora, La femme et l'ours, un certain nombre Ouais. d'autres ouvrages. Enfin, vous aimez le roman et vous le pratiquez d'une façon très active et tout à fait brillante. Alors, ce roman le démontre, je dois le dire, d'une façon aussi extraordinaire parce que vous vous êtes plongé dans le destin, la vie d'une femme qui a soulevé la polémique, la chronique, qui a été au cœur de la France, enfin, dans les années 50, qui est Pauline Dubuisson. Alors, il faut peut-être, pour nos plus jeunes auditeurs, dire qui était cette femme et ce qu'on lui reprochait, parce que c'était une meurtrière, mais la France s'est enflammée autour Oui. d'elle. À l'origine, elle est le centre d'un fait divers, comme il y en a des milliers encore aujourd'hui, c'est-à-dire un crime passionnel classique. Elle a tué un jeune homme de bonne famille, un beau jeune homme plein d'avenir, qui ne voulait pas l'épouser, enfin qui avait voulu l'épouser pendant 3 ans. Elle refusait parce qu'elle faisait des études de médecine et qu'elle savait très bien que si elle acceptait ses demandes en mariage, elle pouvait laisser tomber sa blouse, prendre un fer à repasser, une casserole et aller à la cuisine. Donc elle a refusé pour une raison, elle voulait être pédiatre. Bref, il a fini par se lasser et par se fiancer avec une jeune fille de bonne famille, entièrement pure et chaste, et puis surtout dont le grand rêve était d'être femme de médecin, et voilà. Pauline Dubuisson a essayé de le reconquérir. Il a passé une nuit avec elle, puisque avec sa fiancée depuis 1 an, il devait se contenter d'en rêver. Et puis au matin, il lui a dit « Mais maintenant, va-t'en, je vais me marier avec Monique ». Et Pauline Dubuisson, pour elle, sa vie n'avait plus de sens, elle a voulu se suicider. Alors après, c'est assez flou, elle est allée chez lui, elle a essayé de se suicider, il a voulu l'en empêcher, elle lui a tiré dessus. Ça, c'est le fait divers. À la base, comme il y en a plein, c'est très triste pour ce jeune homme, qui était un bon garçon, je pense. Et puis, tout d'un coup, la presse, l'opinion publique s'est emparée de cette affaire. On s'est rendu compte que Pauline Dubuisson, quand elle avait 13 ans, elle était à Dunkerque, dans la forteresse de Dunkerque, sous l'occupation, qu'elle avait couché avec des Allemands à 13 ans. Déjà, coucher avec des hommes à 13 ans, à cette époque-là, on n'aimait pas trop ça, et c'est normal. En plus des Allemands. Et tout d'un coup, il y a une sorte de mayonnaise maléfique pour elle qui a pris, et tout le monde, les médias, l'opinion publique, la police qui enquêtait sur son crime, tout le monde s'est mis à rejeter toutes ces frustrations, toutes ces hontes, petites hontes ou Et grandes oui, parce qu'on hontes. est après-guerre. C'est après-guerre qui est une période d'ailleurs que moi je trouve vraiment passionnante. C'est une période dont on parle pas beaucoup parce que c'est une période de transition, mais justement c'est ça que je trouve passionnant, c'est que c'est une période de basculement comme entre deux continents, comme dans un tremblement de terre. On est entre la société d'avant-guerre très patriarcale, très, même on peut dire machiste, et puis la société qui va commencer à poindre au début des années 60. D'ailleurs, à ce moment-là, les femmes commencent à voter. Voilà, c'est ça. Elles n'ont pas pu voter auparavant. Exactement. Alors on leur donne le droit de vote, mais par exemple, les femmes n'ont le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler sans l'accord de leur mari qu'à partir de 1962, je crois, ou de 63 même. Donc à cette époque-là, en 1953, une femme n'a pas le droit de travailler si son mari n'est pas d'accord, n'a pas le droit d'avoir son propre compte en banque, etc. Pauline Dubuisson est au milieu de tout ça. Une jeune femme intelligente, belle, qui est face à toute la société d'avant-guerre, les vieux messieurs d'avant-guerre qui ne veulent pas lui laisser la place. Elle peut rien faire, ils l'ont massacrée. C'est-à-dire qu'au procès, le procès qui a donné le film La Vérité d'Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot, tout le reste de l'histoire est très... C'est pas vraiment la vraie Pauline Dubuisson, etc. Mais ce procès, il a repris intégralement les mots du procès parce que moi, je trouve que c'est, symboliquement, c'est l'arène où a eu lieu le combat entre les vieux lions de la société d'avant-guerre et la jeune panthère, mais la jeune panthère était toute seule, elle les a regardés dans les yeux, elle n'a pas voulu baisser les yeux, elle n'a pas voulu pleurer, se tordre les doigts et supplier qu'on lui pardonne, elle n'a pas été ni offensante ni insultante, elle les a regardés dans les yeux, ils n'ont pas aimé, elle s'est fait massacrer, ils ont réclamé la mort contre cette hyène, disait-il. Alors, vous avez repris tout le dossier, qui était considérable, la presse de l'époque, et on s'aperçoit que tout le monde a menti dans l'affaire.
Oui, en fait, moi, j'ai été, mais vraiment sincèrement surpris. C'est-à-dire que je me suis bien rendu compte, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, que les portraits qu'on faisait de Pauline Dubuisson, jusqu'à il y a peu encore, hein, moi, on m'a offert un livre, c'est comme ça que je l'ai connu, sur les femmes criminelles au XXe siècle, un livre qui a été édité en 2008 ou 2009. Et on l'a présenté, mais comme vraiment la dernière des traînées diaboliques. Et c'est ça qui m'a intéressé au départ. Je me suis dit, je vais faire un livre sur un petit monstre. Et puis, en creusant, eh bien, je me suis rendu compte que petit à petit, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'ils ont dit qu'elle avait eu 18 amants pendant la guerre, alors que les journaux d'époque parlent très clairement de 3 ou 4 amants, enfin des choses comme ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait raconté sur elle, pratiquement, était faux, était, dans le meilleur des cas, interprété, adapté, modifié, et dans le pire des cas, vraiment mensonger. Il y a un exemple tout bête, à 13 ans, si on a le temps d'en parler, je sais pas, oui. Oui, allez-y. C'est un petit Oui, exemple oui. tout bête, mais qui symbolise bien ce qui se passe. À 13 ans, à Dunkerque, donc en 1941, On construit le mur de l'Atlantique. voilà, on est en train de construire le mur de l'Atlantique. Dunkerque est devenue une forteresse qui est dirigée par un fou furieux, l'amiral Frisius, qui fait régner la terreur là-dedans et qui dit qu'il résistera jusqu'à la mort. Dunkerque a été la dernière ville libérée de France après la mort d'Hitler. Enfin, c'est vraiment... Bref. Et elle est là-dedans, elle a 13 ans, elle commence sa puberté, son adolescence. Il y a un beau marin, un beau matelot allemand qui lui fait la cour, et ils ont rendez-vous dans un parc, il lui offre un bouquet de fleurs. À ce moment-là, il y a un gendarme, un agent de la paix français qui passe, qui les surprend, qui dit « Oh, c'est pas bien, une jeune fille avec un Allemand », qui fait un petit procès verbal. Il dit « J'ai vu la demoiselle Dubuisson avec un Allemand qui était en train de lui offrir des fleurs ». À l'époque de son crime, en 1951, c'est-à-dire 9 ans plus tard, on trouve dans les journaux, on lit dans les journaux qu'elle a été surprise dans un square, derrière un buisson, en scabreuse posture, avec un matelot allemand. D'autres journaux parlent de... Quand l'agent l'arrête, elle dit « De toute façon, c'est mon 4e Allemand de la journée », alors qu'elle avait dit à l'agent « En fait, c'est mon 4e rendez-vous avec ce jeune homme, donc c'est pas comme si je le connaissais pas ». On trouve même dans le livre que j'ai lu, écrit en 2008, qu'elle était en train de se baigner nue dans la fontaine de ce parc, sous le regard concupissant de tout un tas d'officiers allemands. Oui, l'imaginaire. Voilà, comment d'écho en écho, comme le téléphone arabe, de reproduction en reproduction. Elle est dans un parc avec un Allemand très poli, dont j'ai retrouvé la trace d'ailleurs, et qui a eu une brillante carrière de médecin et qui s'intéressait beaucoup à la généalogie, qui n'était pas du tout un monstre, qui lui offrait un bouquet de fleurs. Et en 2008, on trouve dans un livre qu'elle était en train de se livrer en pleine journée, nue dans la fontaine, à des activités, des furieux ébats, avec un Allemand lubrique. Il faut dire que son père avait besoin d'elle, d'une certaine façon. Est-ce que c'est pas lui qui la pousse dans les bras des Allemands? Voilà, c'est-à-dire, je pense pas que son père, je pense même Enfin, il que la son père... pousse Oui. peut-être pas, mais En disons tout cas, que c'est un excellent relation. Enfin, c'est une excellente relation publique, Ouais. une excellente attachée de presse pour l'entreprise de son père. ouais, son père est entrepreneur de travaux publics à Dunkerque. À cette époque-là, il n'y a que des Allemands. Si on veut travailler, il faut travailler avec les Allemands. Il voulait travailler, il avait besoin des marchés de construction, du mur de l'Atlantique, des défenses sur le port, etc., du quartier général allemand, etc. Il va avec sa fille signer ses contrats parce qu'elle parle allemand. Pas lui, mais elle parle allemand très jeune, elle était très brillante à l'école. Et puis assez vite, il se rend compte que c'est peut-être encore mieux si sa fille va toute seule. Donc il demande à sa fille d'aller négocier ou d'aller simplement apporter tel contrat ou ramener tel contrat. Et il sait bien, il n'est pas bête, c'est un homme intelligent. Il sait bien que sa fille a d'autres atouts aux yeux des vieux officiers allemands que le simple fait de parler allemand. Et donc voilà, c'est là elle a quelques aventures avec soit les aides les jeunes matelots qui sont les aides, les majors de ces officiers, soit carrément elle a aussi une histoire avec un colonel. Voilà, alors son père, je pense pas qu'il se dise clairement ma fille est en train de se prostituer pour que je puisse obtenir les marchés, mais en tout cas, il peut pas être assez bête pour ne pas s'en rendre compte. Et il fait taire sa conscience. Ce qui est très étonnant dans votre livre, Philippe, c'est que véritablement, il faut revoir l'ambiance qui régnait à ce moment-là pendant le procès. C'est-à-dire que on la diabolise. On a l'impression d'assister au procès d'une sorcière comme au Moyen Âge. Exactement. Non seulement d'une sorcière, c'est-à-dire qu'on lui met vraiment tous les défauts, tous les vices sur elle, et elle ne peut pas se défendre. Elle peut se défendre qu'en disant non, c'est faux, mais évidemment, on ne la croit pas. Et puis, une sorcière, et comme d'ailleurs peut-être à l'époque des sorcières, hein,
qui représente carrément toute une société, tout ce qu'on ne veut plus voir. On essaye clairement de se débarrasser d'elle, comme si il suffisait de se débarrasser d'elle pour que tout d'un coup la France, qui a été humiliée, qui a été un peu... Mais retrouve sa pureté. Voilà, retrouve sa pureté, son honneur, comme s'il suffisait de mettre à mort, parce que c'est ce qu'on a réclamé. Comme s'il y avait eu 40 millions de résistants. Voilà, exactement, disons les choses. 40 millions de résistants et une jeune fille de 13 ans qui a sali la France. Donc nous allons la mettre à mort, ou au moins, soyons magnanimes, l'enfermer à perpétuité, et comme ça notre pays pourra c'est le bouc redémarrer émissaire, non? Ouais, c'est exactement le bouc émissaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le verdict a été prononcé, tout le monde s'est rendu compte en fait que c'était démesuré. C'est-à-dire c'est un crime involontaire, passionnel, on l'envoie aux travaux forcés à perpétuité, c'est complètement démesuré. Donc Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ah non. Les peines prononcées n'étaient pas aussi importantes, c'est ce que vous soulignez. Oui, on était très indulgents pour les crimes passionnels. On disait, bon, allez, c'est l'amour, on connaît les femmes. Les femmes, elles réagissent comme ça avec leur cœur, sont des êtres un peu simples, on ne peut pas lui en vouloir. Un an avant, il y a une femme qui était jugée exactement pour le même crime qu'elle, encore pire même. Elle avait tué son mari, elle l'avait vraiment exécuté, elle avait vidé son pistolet sur lui. Elle a été jugée par le même président du tribunal, le même avocat général, et elle a été acquittée. On leur a reproché d'ailleurs un petit peu. Un an après, c'est elle, ce sont exactement les mêmes circonstances. L'avocat général qui avait dit de cette femme vous êtes une femme admirable et on comprend votre douleur, dit à Pauline Dubuisson, pour cette hyène, je réclame la mort. Et donc voilà, ils l'ont envoyé, ils ont pensé l'envoyer derrière les barreaux à Haguenau pour le restant de ses jours. Et puis en fait, elle a été graciée à la fin 1959. Pour quelle raison Tout simplement parce que conduite, voilà, déjà elle a eu une conduite exemplaire en prison. Cette femme que tout le monde décrivait comme vraiment la pire possible, égoïste, arrogante, etc. Moi, j'ai consulté son dossier de prison. On peut consulter. J'étais assez étonné d'ailleurs, mais bon, c'est une autre histoire. Elle est décrite comme vraiment une femme très altruiste, qui se soucie des autres, qui est charmante avec tout le monde, toujours prête à rendre service, etc. Donc il y a cette bonne conduite pendant 9 ans. Et puis surtout, voilà, il y a aussi le fait qu'une fois on lui a jeté ce châtiment, tout le monde s'est un peu comme réveillé, comme après une mauvaise action, tout le monde s'est senti soulagé par le châtiment. Mais il y a eu quand même, dans la presse, j'ai lu des articles d'après le procès, là les gens se sont réveillés, ils disent c'est quand même beaucoup, etc. Donc... elle a été libérée au début de 1960. Et elle va essayer de se refaire une vie. Ce ne sera pas facile non plus. Parce on est toujours poursuivi par une condamnation comme celle-là. Ouais. En fait, vraiment, elle n'a pas eu de chance. Parce que quand elle sort en 1960, on est 7 ans après son procès, plus personne ne se souvient d'elle. C'est le genre de fait divers qui fait un bruit énorme et puis après, on ne sait plus. Et donc, elle habite à Paris, elle reprend ses études de médecine. Elle avait tué son compagnon en 4e année de médecine. Elle reprend à ce niveau-là. Elle change de prénom. Elle prend son 2e prénom qui est André. Elle s'appelle André Dubuisson. Plus personne ne la connaît. 3 mois plus tard, il y a un film qui sort sur les écrans, qui est La Vérité, d'Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot, qui est un succès mondial, puisque c'est même nommé aux Oscars et aux Golden Globes. Brigitte Bardot, c'est un de ses premiers grands rôles dramatiques qui la révèle. En plus, on la voit un peu toute nue. Bref, le film est un triomphe. Et du coup, tout le monde sait que c'est son affaire qui est illustrée dans le film. Tous les journaux envoient leur limier essayer de retrouver Pauline Dubuisson parce qu'on ne sait pas où elle est. La pauvre, elle se dit, ça y est, ça recommence, on m'avait oublié, on poursuit. Il y en a un qui la trouve, c'est un journaliste de Paris Match qui s'appelle Pierre Geoffroy. Il la retrouve, il l'interviewe, elle lui fait part de sa douleur, de sa tristesse, de se voir retourner les regards vers elle. Il a une réaction d'une grande classe. Il dit « Je n'en parlerai pas. Je ne dirai même pas à mon rédacteur en chef que je vous ai trouvé. » Et donc, il a cette noblesse de ne pas publier l'article, alors que pour le coup, toute la presse la cherchait. Alors, une chose, Philippe, pourrait dire, m'étonne, c'est que vous disposez à ce moment-là de toutes les pièces. Hein. L'enquête, le procès, tous les documents qu'on peut avoir, vous le disiez à l'instant, sa conduite en prison, etc. etc. Alors, comment est-ce que le romancier se saisit de ce matériau pour en faire un roman? Parce qu'il y a tellement de choses qui sont vraies que est-ce que ça n'est pas difficile de s'échapper de la réalité? Si. Alors non seulement c'est difficile, je me suis vraiment évidemment posé la question. Le problème surtout, c'est que je ne voulais pas m'échapper de la réalité. C'est-à-dire que ce qui, elle, a créé sa perte et le poids qu'elle a dû porter toute sa vie, ce sont les mensonges, les interprétations et tout ça. Donc je ne voulais surtout pas faire ça. Je me suis fixé comme consigne
de m'en tenir aux choses vraiment dont j'étais Mais en certain même temps, que c'est pas c'était une authentique. biographie. Et non, voilà, c'était mon problème. Je voulais pas faire une biographie, je voulais pas faire une sorte de long reportage, quelque chose comme ça. Je voulais y mettre de l'émotion, de Alors, la comment vie. fait-on? Alors, j'ai mélangé son histoire, que j'ai gardée authentique et qui est, son histoire est vraiment grave, lourde, pesante et triste, avec mes petites histoires à moi pendant que j'écrivais. C'est-à-dire que je, alors sans me mettre en avant évidemment, hein, c'est elle l'héroïne, mais pour mettre un peu de légèreté, de rocambolesque, parce qu'il m'arrive, j'ai pas de chance, il m'arrive toujours des trucs malheureux, mais finalement assez drôles et comiques. Et donc ça m'a permis dans l'ensemble, c'est aussi pour ça que le livre est si gros, tout en restant très fidèle à la triste réalité de sa vie à elle, et puis aux détails juridiques et policiers, j'ai mis comme dans une recette, je sais pas, si un aliment trop salé, Des épices, on met un peu quoi, des et épices ou voilà. du sucre quand c'est trop Ou du salé, sucre, voilà. voilà. Et donc l'ensemble, j'espère, fait une sorte de gros gâteau dans lequel il y a des petits Bah morceaux voilà, de je fruits. tiens à rassurer de toute façon ceux qui nous regardent. Le gâteau effectivement est épais, voilà, mais de toute façon il se lit très facilement et une fois qu'on a commencé le livre, on ne peut plus le lâcher. Est-ce que vous avez voulu réhabiliter Pauline Dubuisson, Philippe Genada? Oui, d'une certaine manière, oui, j'étais pas conscient, mais j'étais tellement touché par ce qui lui est arrivé, j'ai tellement pris en affection cette jeune femme, parce qu'elle est morte très jeune, que oui, le résultat, j'ai voulu dire, elle n'est pas comme elle est. Donc ça fait peut-être un petit peu solennel de dire, j'ai pris mon glaive de justicier et puis j'ai voulu la réhabiliter, mais oui, finalement, c'est ça, j'ai voulu, comme si c'était ma mère ou ma sœur et qu'on avait dit du mal d'elle, j'ai voulu la défendre en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, le livre est vraiment formidable. On en parle beaucoup pour cette rentrée littéraire. Et c'est vraiment un livre à lire, à la fois pour ceux les plus âgés qui auraient connu, évidemment, ils ont connu l'affaire, mais à découvrir en tout cas par les plus jeunes, parce que c'est en même temps un des symboles de l'injustice et qui tombait évidemment, qui touchait une femme. Et à cette époque-là, vous le notiez tout à l'heure, vous le disiez, eh bien, et même encore aujourd'hui, on le sait Oui. bien, un grand nombre de femmes n'ont pas la même liberté, n'ont pas les mêmes libertés que les hommes, totalement. Enfin, Ouais. c'est pas encore tout à fait ça, Je quoi, parle hein. d'ailleurs beaucoup dans le livre d'autres femmes à cette époque qui ont subi des attaques à peu près similaires et qui ont été un peu sacrifiées. Merci beaucoup, Philippe Genada, Merci à vous, et Philippe. merci pour ce beau livre qui est à lire tout à fait incessante. Merci beaucoup. Merci.